Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici ce soir avec Claire Marin pour parler à propos des ruptures. En effet, nous allons concentrer un peu sur les ruptures des relations amoureuses. Mais on va se baser, on va discuter un peu les arguments de Claire dans son bouquin Rupture. Et je ne sais pas, nous allons discuter. Donc, je vous pose certaines questions à propos de votre livre et de vos positions et vos arguments. Moi, je ne connaissais pas les livres. Je viens de les lire et je suis vraiment content de l'avoir lu et j'ai appris des choses, mais j'aimerais vous demander comment vous avez conçu l'idée même de la discussion ou de l'analyse philosophique des ruptures. Et en plus, oui. Et je voulais vous demander quelle est la méthode que vous adoptez. Moi, je comprends que c'est une méthode phénoménologique, je peux dire, c'est-à-dire une description de situations, et aussi vous profitez de lectures de littérature, de lectures de philosophie et plusieurs choses, même on pourrait parler du cinéma, de l'art, et aussi de la vie quotidienne et vos expériences personnelles. Donc, quelle était l'idée et comment est-ce que pourquoi les problèmes de rupture des relations d'amour sont au centre de votre problématique, si elles sont au centre. Alors, vous développez vos idées à ce propos. Alors, sur la question, c'est bon? Oui. Sur la question de la genèse du texte, si on peut dire, mes travaux précédents, c'était des travaux sur des moments éprouvants de l'existence, et en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience de la maladie et sur la manière dont cette expérience transforme le sujet, modifie le sentiment qu'il a de lui-même, d'abord très physiquement, dans son apparence, dans ses capacités physiques ou intellectuelles, dans l'image qu'il a de lui-même, qui peut être abîmée par l'expérience de la maladie, qui peut être abîmée par aussi la manière dont il est traité comme patient. Donc cette question des épreuves a toujours été une question qui m'a intéressée depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et à la suite d'une épreuve, on peut voir une modification, une bifurcation importante dans la trajectoire d'une vie. Et le titre de travail de ce manuscrit était Bifurcation. Ça m'intéressait de voir que nos vies n'étaient pas linéaires. Pour l'anecdote, une fois je passais un entretien pour un poste à la faculté et on m'a reproché d'avoir un cursus qui n'était pas assez linéaire et cohérent. Et ça m'avait un peu agacée. J'avais répondu peut-être un peu trop vivement. Je n'ai pas eu le poste finalement, que personne n'avait en réalité de vie linéaire et cohérente, mais qu'on s'arrangeait pour le faire croire. Et donc, c'est cette idée-là des bifurcations de notre vie à la suite d'événements majeurs qui peuvent être aussi joyeux, puisque dans Rupture, on parle des naissances. Dans la naissance, heureusement, il n'y a pas que des difficultés et de la souffrance, mais en tout cas, il y a un bouleversement profond au cœur duquel le sujet peut être amené à se trouver face à une facette de lui-même qu'il n'aurait pas soupçonnée, qui le déstabilise, qui parfois le déboussole complètement. C'est évidemment la question du désir, mais aussi d'amour dévorant qu'on peut éprouver pour son enfant qui vient de naître. On a évoqué cette problématique hier. Donc c'est tous ces moments où le sujet, face à une nouveauté qui le bouleverse, est amené à s'interroger, se redéfinir et à intégrer dans une certaine définition de lui-même des éléments que peut-être il n'aurait jamais imaginé pouvoir le qualifier. Alors c'est une sorte de problématique de la connaissance de soi, c'est-à-dire que en étudiant ces événements, on se comprend mieux.
Et c'est une sorte d'examen de soi et de compréhension de soi, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est un événement qui nous oblige à ce retour sur nous-mêmes. Parfois, on peut l'éviter, cette question de la connaissance de soi, et parfois c'est confortable d'être dans une forme de déni face à certains éléments de notre identité, de mettre un peu certaines choses sous le tapis ou de les laisser en arrière-fond de la conscience. Dans ces questions qu'on a évoquées, que j'évoque, la rupture, le deuil, la rupture avec la famille, la rupture amoureuse bien sûr, mais aussi le désir en général comme élément de rupture dans l'existence, et ça peut être un désir de réussite, ça peut être un désir de création, pas forcément seulement le désir amoureux, même si c'est sans doute celui qui a la puissance la plus irrésistible. Dans tous ces cas-là, effectivement, le sujet est mis face à lui-même, dans une force de nécessité à laquelle il a du mal à échapper. Et j'en profite pour revenir à ce que vous avez dit juste avant sur la méthode phénoménologique. Donc pour les non-spécialistes, le mot peut être un peu effrayant. Il s'agit juste, dans le courant de la phénoménologie, qui est un courant philosophique de la deuxième moitié du XXe siècle, autour de philosophes comme Husserl ou en France Merleau-Ponty ou Sartre, il y a cette ambition de revenir, si on dit les choses simplement, à la vie vécue. À la vie telle que chacun d'entre nous en fait l'expérience. Et Alexandre Lacroix l'évoquait hier, je crois que c'est ce qu'on partage, ce souci d'une philosophie qui résout pas nos problèmes, qui n'est pas magique, mais qui nous aide à penser précisément ce qui, dans la banalité du quotidien ou dans l'extraordinaire de certains moments compliqués, difficiles, ce qui résonne en nous, ce qui nous interroge, ce qui nous perturbe, et la manière dont ça produit en nous des transformations, puisque la question n'est pas seulement d'avec quoi je romps ou d'avec qui je romps, mais qu'est-ce que je fais de ce qui a été brisé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, sans que ce soit nécessaire, mais de créatif ou d'allègement dans cette rupture dont je décide ou que je subis. Oui. Donc, c'est important qu'il s'agisse du vécu, c'est-à-dire de quelque chose de concret. Ce n'est pas parce qu'en philosophie, comme vous le savez bien, nous travaillons souvent avec des analyses conceptuelles, des arguments techniques, avec des prémices et des conclusions, des choses plus formelles. Mais votre discussion se base sur la description du vécu et en plus se réfère à des sources littéraires et à d'autres expériences présentées dans des textes de toutes sortes, sciences sociales et littérature surtout. Mais ici, alors, je me suis posé depuis le début de votre bouquin, on se demande si vous voulez aboutir à une sorte de conclusion ou à une sorte de résultat de votre discussion. Et si je comprends bien, à la fin, vous parlez aussi de la joie que l'on éprouve. Il faut affronter ces épreuves qui sont, la plupart de ces épreuves sont des épreuves douloureuses. Vous avez bien fait de me rappeler qu'il s'agit aussi de la naissance, des choses vraiment qui nous font jouir et comprendre des choses bien. Ce n'est pas seulement les tragiques, l'élément tragique, oui. Mais à la fin, vous finissez par la joie. C'est-à-dire que, donc, l'amour, parce que vous parlez des ruptures, des relations amoureuses, et ce sont des ruptures involontaires, mais aussi des ruptures volontaires qui nous aident à nous transformer, à nous développer. Et à la fin, vous dites que, bon, il faut comprendre qu'il faut accepter ça, une sorte d'affirmation. C'est correct, je comprends, je comprends correctement que votre conclusion, à la fin, les derniers paragraphes sont une sorte d'affirmation avec acceptons ces épreuves avec la joie de vivre ou joie de l'existence, un ton positif, disons. Alors, il y a beaucoup de questions, en fait. La première, c'est sur la méthode, c'est-à-dire, effectivement,
ce sur quoi je m'appuie pour réfléchir à toutes ces situations de l'existence. Et comme vous l'avez très justement rappelé, c'est un texte qui peut-être est mené par un fil directeur philosophique, mais qui sans cesse va puiser dans la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, et de manière plus massive dans la littérature. Parce que je l'ai déjà dit hier, pardon pour ceux qui l'auraient déjà entendu, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement efficace dans l'incarnation que propose un personnage ou dans l'intrigue que propose un romancier. Ce qui est efficace, c'est l'effet d'identification que ça peut produire par-delà les similitudes qu'on aurait avec le personnage. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on rentre tout de suite dans la question philosophique de la valeur, du sens et de la finalité d'une rupture. Je comprends pourquoi, en lisant tel texte de Michel Butor, par exemple, La modification, ou d'un romancier français qui s'appelle Charles Julier, qui parle de sa propre expérience d'avoir rompu avec... c'est un texte qui s'appelle Lambeau, et qui est un très beau texte autobiographique où il dit pourquoi, alors qu'il était sur les rails d'une grande réussite, puisqu'il était promu à une belle carrière de médecin militaire. Il a quitté l'école militaire pendant la nuit comme un voleur, sans rien dire à personne, parce que personne n'aurait compris, et il aurait été incapable d'expliquer pourquoi. D'expliquer pourquoi pour lui c'était absolument nécessaire, de l'ordre presque du vital, de partir, sans qu'il soit lui-même capable de le dire. Et c'est a posteriori, des années plus tard, que cette nécessité se manifeste à travers sa carrière d'écrivain, etc. Mais il est parfois possible, même si ça paraît difficile à comprendre, qu'on sente une nécessité à rompre avec sa famille, avec des études, avec un chemin comme ça tout tracé, alors même que de l'extérieur, c'est le meilleur chemin possible, c'est la meilleure voie. On a cette même idée dans ce texte de Georges Perec qui s'appelle Un homme qui dort, où le narrateur, au moment où il comprend à quel point toutes les places sont déjà définies pour lui, les étiquettes sont déjà posées, il sait déjà quel genre de femme il épousera et quel genre de vie il aura, il se lève pas ce jour-là, il sort pas de son lit, parce que vivre cette vie-là qui est déjà tellement prédéterminée n'a plus aucun intérêt. Donc, et là, on a un exemple de rupture qui est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire une rupture qui n'est pas dans le départ, mais qui est dans l'immobilité, la paralysie que la pensée de cette vie-là produit en nous. Donc, il y a effectivement beaucoup de supports littéraires qui sont là pour incarner toutes ces situations, qui sont des situations donc de déviation dans notre existence, et ces personnages aident à comprendre ça. Après, sur la question de la conclusion ou du message qui serait celui du texte, il y a quelque chose contre lequel j'écris de manière générale, c'est l'idée d'une dialectique où le négatif conduirait nécessairement au positif. Je pense qu'il y a des expériences dans l'existence qui sont destructrices, qui nous démolissent et qui nous abîment, et qu'il y a des choses qui sont irréparables. Je pense qu'il y a des pertes dont on ne se remet jamais. Mais il y a aussi cette idée que le terme de rupture, qui est très négatif, qui est tout de suite véhicule. Je me souviens d'un certain nombre de rencontres où je dédicaçais les livres et les gens passaient et voyaient le titre et disaient « Ah non, alors moi vraiment, s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de lire, c'est ça. » Et pourtant, ce que j'ai essayé de penser, c'est à quel point, dans certains cas, c'était un principe de libération, un principe d'accomplissement de soi, un principe d'autonomisation face à un déterminisme qui peut, en fait, non seulement nous contraindre, mais nous empêcher d'être nous-mêmes. Dans certains cas, les enjeux de la rupture, c'est d'affirmer son homosexualité, c'est de se donner les moyens de réaliser une ambition créatrice, littéraire, artistique dans un milieu où c'est inimaginable. C'est une forme de liberté amoureuse pour une femme
à une époque où on ne leur accorde pas ce droit, si on leur accorde vraiment aujourd'hui, autre question. Donc, il y a quelque chose de cette joie ou de cette exaltation que produit la rupture lorsque le sujet en fait un principe de libération face à des carcans, face à une fausse identité. Et c'est là que la psychanalyse m'a servi de support important. Il y a des faux soi, des identités auxquelles on correspond pour faire plaisir à son entourage souvent, ou pour s'insérer dans une société qui a des archétypes et au sein duquel notre personnalité authentique, si on peut dire, meurt à petit feu. Ouais. Donc, c'est liberté, c'est une sorte de libération. La rupture peut signifier libération. Mais vous dites justement qu'il y a dans le livre, il y a des chapitres où vous parlez d'expériences tout à fait destructrices, comme Alzheimer, par exemple, le bouquin de Michel Malherbe que vous évoquez. Oui, c'est vraiment l'expérience Alzheimer, de la maladie, des personnes que nous aimons et que nous ne pouvons pas reconnaître. Parce que Malherbe se pose cette question, ce n'est pas la question si elle ne me reconnaît pas, mais si c'est moi qui puisse reconnaître ma femme que j'aimais et que je continue à aimer, mais à un certain point, il comprend qu'il doit rompre, si vous voulez, avec, jusqu'à un certain point, avec cette relation qui est destructrice à ce point qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il se rend compte qu'il doit faire quelque chose et ce sera une rupture douloureuse et irréparable, comme vous le dites. Mais malgré tout, à la fin, il y a, vous revenez aux affirmations, disons, de liberté, libération ou joie. Vous évoquez la joie à la fin. Oui, le texte de Michel Malherbe, donc c'est un philosophe français qui est un grand spécialiste de la philosophie anglo-saxonne et notamment de Hume. Et je pense que c'est pas complètement innocent parce que la question que pose Hume, c'est aussi celle d'une identité fixe, stable, qui serait la nôtre, d'un moi qui serait à l'intérieur et dont Hume dit, mais quand même, quand je rentre à l'intérieur de moi, où est ce moi? Alors bien sûr, dans l'usage du langage, dans nos langues, on a quelque chose comme un moi, une première personne, mais en réalité, ce texte de Hume est quand même très troublant. Quand je rentre à l'intérieur de moi, je vois des émotions différentes. J'arrive, je me rends compte que vous attendez, je me sens très mal à l'aise parce que moi j'attendais là-bas qu'on me prévienne, donc j'arrive un peu tendue et très gênée de vous avoir fait attendre, et puis après la discussion commence, et c'est exaltant, et je suis contente d'être là, et ce premier sentiment négatif disparaît complètement. Donc combien de personnes ont été là depuis 20 minutes qui est-ce qui est le plus moi de celle qui était stressée, celle qui est heureuse de partager cette discussion. Donc quand même, nos émotions font que nous sommes très instables intérieurement. Et Hume dit qui est une identité fixe, c'est quelque chose qu'on reconstruit parce que ça nous rassure de dire moi, je suis quelqu'un de plutôt posé, de plutôt inquiet. Moi, je suis quelqu'un de fidèle ou de très, comment dire, léger ou inconstant. Donc on aime poser cette identité-là. Et si je rappelle cette philosophie d'Hume, c'est qu'elle résonne dans l'interrogation de Michel Malherbe, qui écrit donc ces 10 dernières années. Il a écrit 2 livres sur cette question d'Alzheimer à travers l'expérience qu'il a faite, et effectivement d'avoir accompagné sa femme pendant de longues années. Et son premier livre a suscité beaucoup de polémiques parce que effectivement, il a affirmé le fait que la maladie de sa femme la rendait à ce point étrangère qu'il ne pouvait plus l'aimer. Et alors on se dit, mais c'est bien la même, elle a toujours le même visage. Et c'est là qu'il dit très clairement ce qui fait l'identité d'une personne. Il dit, c'est ses yeux qui pétillent, certaines mimiques du visage, une certaine posture, des habitudes du corps. Et tout ça, le corps en a été... toutes ces mimiques très idiomatiques, enfin très identifiantes de la personne dans sa singularité, elles sont effacées par la maladie. Et même si le corps est le même, il n'est plus habité par la même personne. Il n'y a plus les signes d'une même identité. Donc c'est presque comme une jumelle de la femme qu'il a aimée. Elle lui ressemble physiquement, mais elle n'est plus
la femme qu'il a aimée. Et donc, il dit, je ne peux plus aimer cette femme. Et c'est vrai que face à lui, je me souviens d'avoir organisé justement une discussion autour de ce livre. Il y avait au contraire des gens dans la même situation qui ont dit, mais d'une certaine manière, c'est grâce à notre mémoire que nous investissons cette personne de qui elle a été, que nous continuons à faire vivre à travers cette personne qui effectivement ne nous reconnaît pas, celle que nous avons été. Malherbe disait, mais c'est un artifice. Ce n'est pas une relation vraie. Une relation vraie, elle n'est pas univoque. C'est pas moi qui, nourrit l'autre d'une personnalité qui l'aurait déserté. Donc c'est un texte qui est très troublant et qui dit quelque chose qu'on retrouve aussi dans les expériences de proches de malades. Alors c'est Alzheimer, mais ça peut être d'autres pathologies qui font qu'on est devenu très différent de qui on a été. C'est une thématique aussi dont traite bien Catherine Malabou, donc une philosophe française, qui écrit un texte qui s'intitule « Ontologie de l'accident » et qui pose la question de tous les accidents physiques, mais aussi psychiques, traumatiques, qui peuvent faire que nous devenons radicalement méconnaissables et que nous ne pouvons plus rester dans les relations antérieures puisque nous sommes littéralement devenus quelqu'un d'autre. Et je trouve cette question absolument passionnante parce que notre identité, dans le fond, elle est un peu fragile et que certaines expériences vont la faire voler en éclats. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de fixe, un vrai moi qui perdure au-delà des épreuves? C'est ça, en fait, la question. On pourrait dire la question centrale, c'est ça. C'est quel est ce moi face aux ruptures? Donc, justement, votre bouquin, c'est un bouquin sur l'identité personnelle, identité sociale. Et je me posais la question si vraiment, si on adopte une position humienne ou même plus radicale, il n'y a rien, il n'y a pas de moi substantiel, il n'y a pas vraiment une sorte de self, une personne, une âme qui est la base de la personne. Nous parlons de personnes. Donc, si ça n'existe pas, s'il n'y a pas cette identité, et l'identité est tout à fait fluide, ou liquide même, Zygmunt Bauman parle de liquidité. Donc, alors, on relativise même la notion de rupture. Et je voulais vous poser la question, si vous avez vous pourriez trouver des critères plus ou moins objectifs concernant l'importance de certaines ruptures. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on a des points de repère ou des critères pour dire, bon, il y a des ruptures graves ou importantes dans toutes sortes de relations. Si l'identité qui subit ou qui est vraiment la personne ou le moi qui souffre de ces ruptures. Donc, si ça n'existe pas, s'il n'y a rien là, et il n'y a qu'un théâtre de représentation à la Hume, ou si vous voulez, si vous devenez bouddhiste, alors les bouddhistes ont cette doctrine de l'anatta, il n'y a pas un moi. Alors, il n'y a rien à craindre dans la mort, parce que dans la mort, il n'y a rien qui va disparaître, il n'y a rien dès le début. Et nous sommes une sorte de théâtre de représentation, de présence, mais il n'y a pas ce moi. Au plus, on pourrait dire qu'il y a une sorte de sujet transcendantal qui continue ou perdure au fur et à mesure qu'on a des liens de mémoire. C'est vrai, parce que Locke parlait des liens de mémoire. Et si ça disparaît, il n'y a rien. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer les ruptures et comment est-ce qu'on va dire qu'il y a des choses plus importantes ou des choses... Si on a cette légèreté, si vous voulez, cette fragilité ou liquidité de notre identité, alors on se débarrasse du problème d'une façon assez facile. Et alors, est-ce qu'il y a même des normes de comportement qui... Parce que la morale présuppose un sujet plus ou moins stable. Ou, si vous voulez, si c'est une fiction ou c'est une construction imaginaire, il faut la poser dès le début. Sans ça, même les ruptures perdent leur importance.
Et aussi, je vais revenir aux relations amoureuses parce que si vous voulez dire quelque chose en général, et puis je vais me concentrer sur le problème des relations amoureuses qui sont rompues et vraiment détruites. Quel est l'impact sur notre identité non existante? Alors effectivement, on pourrait se dire, s'il n'y a pas vraiment de moi, finalement, ces ruptures, elles vont glisser sur moi, pour reprendre ces métaphores liquides. On peut le voir autrement. S'il n'y a pas vraiment de moi, de manière autonome, close sur elle-même, c'est peut-être parce que notre moi est éminemment relationnel. C'est-à-dire qui je suis dépend de la manière dont j'ai été aimée. Par Et là, on comprend pourquoi l'impact des ruptures peut être tragique. Si je suis relationnelle, c'est-à-dire si une partie de moi s'est construite dans la relation, bon, on le sait, à ma mère, à mes parents, puis à mes amis, puis dans mes relations amoureuses, on voit bien que qu'une de ces relations cesse à cause d'une disparition, que ce soit un deuil ou une rupture, c'est aussi une amputation du sujet. C'est un lien qui était un lien nourrissant, un lien dynamique qui l'aidait à être dans une forme de circularité qui s'éteint. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'appauvrissement de mon existence et de son intensité. Si je perds l'un de mes parents ou si une relation d'amitié connaît un terme, parce que c'est un reproche qu'on m'a fait à plusieurs reprises et à juste titre. Je regrette de ne pas en avoir parlé, mais les ruptures d'amitié sont parfois les premières grandes ruptures douloureuses qu'on connaisse dans l'existence. Et on se souvient tous d'un enfant qui a été désespéré de perdre son meilleur ami à un moment ou à un autre. Donc, je crois que précisément parce que nous ne sommes pas des petites îles ou des atomes isolés qui vivent comme ça, un peu comme des archipels, les ruptures nous atteignent si profondément parce que nous sommes des êtres de lien et nourris par la circularité des affects, et quand l'un de ces liens est rompu, nous nous sentons abîmés, agressés, blessés et parfois diminués. Et pour faire le lien avec les ruptures amoureuses, on voit bien dans la littérature comment le vocabulaire tourne autour effectivement du fait de ne plus avoir de valeur. C'est Barthes qui dit « Qu'est-ce que j'attends de celui qui m'aime ? Que son visage me confirme ma valeur. » Et on pourrait dire philosophiquement, mon existence, c'est-à-dire l'amour, l'affection de l'autre, c'est finalement plus fort que la reconnaissance hegelienne. Hegel dit que j'ai besoin de la reconnaissance des autres, et tout ce que je fais, c'est pour que l'autre reconnaisse à travers ce que je fais ma valeur. Mais peut-être que dans l'amour, c'est cette reconnaissance d'existence où on va être bien confirmé qu'on existe. Et Barthes a cette image. Aujourd'hui, on parle beaucoup du ghosting, donc il y a l'image du fantôme qui réinvestit le vocabulaire amoureux. Mais Barthes emploie un terme qui est celui du fading, c'est-à-dire tout d'un coup, je m'affadis. Enfin, c'est un double affadissement, c'est-à-dire l'autre qui est en train de me quitter, il devient de plus en plus difficile à capter. Sa présence est de plus en plus réduite. Il y a moins de messages, il y a plus d'évitement, il y a moins même de présence quand on est l'un avec l'autre. C'est comme s'il était toujours déjà un peu ailleurs, ou c'est comme s'il était déjà parti. Mais ce fading, c'est aussi le mien, c'est aussi moi qui, un peu comme un fantôme, perd de la consistance à ses yeux et à mes propres yeux. C'est comme si j'étais en train de m'effacer un peu ou de disparaître. Dans certains dessins animés pour enfants, on a ça, l'individu qui commence à perdre de sa consistance et à devenir fantôme. Mais c'est ça que fait le désamour. Et on comprend bien la violence d'être en train de se voir disparaître. Oui, mais il y a une grande variété de réactions. Et je me demandais justement si, à votre avis, il s'agit de quelque chose de subjectif, c'est-à-dire que de non-réaction à ces accidents de relations amoureuses qui sont détruites, qui disparaissent, nous bouleversent parfois. Mais au fur et à mesure que peut-être nous mûrissons, ou peut-être c'est une question d'une sorte d'art de
de comment gérer les ruptures. Vous parlez d'une pédagogie de rupture. Au début, si je ne me trompe pas, vous employez le terme de pédagogie. Donc, peut-être votre bouquin, c'était aussi une sorte de comment gérer les ruptures. Mais en ce qui concerne l'amour, il y a une grande variété, un éventail de toutes sortes de réactions. Et pour parler du cinéma, par exemple, c'est une chose de parler de rupture dans les films d'Éric Rohmer, où c'est un peu les marivaudages, des choses plus légères, et ça passe. Pauline à la plage, les rayons verts. Et c'est autre chose de parler de Bergman, ce qui se passe dans Bergman, où c'est peut-être un désastre, un désastre qui vous bouleverse. Et pour parler de notre film, et pour mentionner quelque chose qui manque, je crois, de ces festivals, peut-être aussi dans votre bouquin, vous n'évoquiez pas cette question. Qu'en est-il de la charité ou de l'amour, pas de l'amour érotique, mais d'un amour qui résiste aux ruptures et qui a une force qui dépasse les accidents de cette précarité ou de cette fragilité de nos identités. Peut-être il faut être chrétien pour y croire, mais je me souvenais du film de Kieslowski, Bleu, avec Juliette Binoche, qui éprouve de l'amour pour l'amante de son mari décédé et exprime cet amour envers cette femme-là. Elle va donner naissance à l'enfant de son mari. Donc, je me demande s'il y a une sorte d'art de gérer les ruptures que vous voudriez peut-être élaborer dans un autre bouquin, ça, parce que si vous évoquez, mais vous n'élaborez pas, et si vous pourriez intégrer ou introduire aussi la problématique, pas seulement de l'amour érotique, mais aussi de l'amour du prochain, chrétien, ou vous appelez comme vous voulez. En général, chez Descartes, il y a cette distinction entre, dans les passions de l'âme, amour de bienveillance et amour de concupiscence. Bon, donc nous parlons surtout d'amour de concupiscence, mais peut-être l'amitié aussi nous mène dans le chemin d'un amour moins passionnel dans le sens de l'amour érotique. Oui, tout à fait. Là encore, c'est très riche votre question, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à tous ces aspects, mais alors il est très juste qu'effectivement, je ne parle pas du tout de charité, et vous avez déjà esquissé la réponse. Ça dit peut-être quelque chose de moi et de mon rapport au transcendant. Mais ça serait une belle question de se demander s'il y a des amours ou des formes d'amour qui résistent à la rupture. Et on l'a dit, même dans l'amitié, qui est quand même un affect qui s'appuie sur la durée, plus peut-être que l'amour éros. Même dans l'amitié, il peut y avoir des ruptures. Elles sont parfois aussi tragiques que dans l'amour au sens d'un couple ou au sens d'éros. Et sur la question du cinéma, en vous écoutant, je pense à un film qui a pour titre Amour, de Michael Haneke, où là, l'interprétation de ce que c'est que l'amour face justement à celle qui risque de ne plus être elle-même. Voilà, je raconte pas le film pour pas gâcher entre guillemets la fin, mais c'est un film très difficile à regarder, je crois très éprouvant, mais qui pousse cette question jusqu'au bout, quand l'autre n'est plus lui-même ou menace de ne plus du tout être la personne que j'ai aimée. Que dois-je faire? Jusqu'où dois-je aller? Et en quoi l'amour devient, parce qu'il est amour, criminel? Donc parfois, justement, le cinéma, vous avez raison, touche à ces questions avec une radicalité très forte. Idéalement, oui, ce texte aurait pu s'appuyer sur des passages de films, avec cette réserve qui est juste la mienne, c'est que quand je prends un extrait de texte, je sais que le lecteur l'a sous les yeux. Alors quand je fais référence à un film, je suis pas sûre qu'il a pu le voir. Donc c'est aussi
par facilité pour le lecteur, mais il y avait un autre corpus de références qui n'est pas publié, qui est celui des films et celui des chansons. Je crois qu'Arthur Dreyfus fait ça ce soir, de proposer une playlist, mais on aurait pu faire la playlist de rupture aussi. Ouais. Et pour la charité, il faut par exemple la lettre de Saint Paul aux Corinthiens avec l'éloge de l'amour, de la charité. En effet, ça évoque une sorte d'éthique de l'amour. L'amour est une vertu dans ce sens-là. Et puisque moi je parle d'éthique maintenant, je me demande si, à votre avis, votre discussion la discussion de comment gérer les ruptures pourrait peut-être introduire aussi une dimension éthique, et par éthique, je comprends quelque chose de plus profond que moral. Moral pourrait être seulement des obligations envers autrui, mais éthique, c'est plutôt comment vivre bien dans un sens profond. Ou je me demande si votre approche phénoménologique se limite plutôt à une esthétique des relations de rupture, esthétique de art de gérer, comment gérer les ruptures. Est-ce que vous voulez introduire cette notion d'éthique qui est une notion normative? Donc, il y a une sorte de normativité qui concerne les rapports de notre identité aux valeurs que nous voulons incarner, que nous voulons vraiment, qui influencent et qui façonnent et constituent notre identité jusqu'à un certain point. Alors, ça me donne l'occasion de revenir sur cette expression de pédagogie de la rupture, oui. L'idée de pédagogie de la rupture, c'était pas tant de proposer un manuel sur comment gérer sa rupture, parce que je pense que là, j'aurais eu un succès phénoménal. Je pense que celui qui pourra dire comment faire pour ne pas souffrir des ruptures, il est promis à un grand avenir en termes de de succès littéraire. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Si le texte dit quelque chose, c'est qu'il dit que ça fait mal, que ça fait très mal, et que ça peut durer longtemps. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, est normal. Parce que précisément, dans ce lien, se jouait quelque chose d'essentiel, qui d'ailleurs, c'est ça qui peut être étonnant, n'est pas forcément proportionnel à ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire, ce qui peut produire en moi un effet violent de rupture n'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais identifié comme possédant ce pouvoir sur moi. Le texte finit sur une citation de Nietzsche qui est toujours étonnant de voir que un événement sera vécu pour certains comme une simple écorchure et pour d'autres sera en principe, alors c'est pas le terme de Nietzsche, mais de démolition fracassante. Effondrement. Voilà, d'effondrement, tout à fait. Donc il y a d'abord cette grande subjectivité entre les individus. Donc c'est ça qui déjà pose un vrai problème pour quelqu'un qui aurait la prétention d'une éthique de la rupture. C'est qu'il y a cette donnée qui fait que nous allons être affectés de manière très variable par une même situation. Deux personnes qui perdent leur père en même temps vont vivre cet événement, même parfois deux frères ou un frère et une sœur vont être affectés très différemment par ce même événement. Et puis, dans notre existence, ça revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je suis pas sûre qu'on apprenne de nos ruptures précédentes. Je suis pas sûre qu'on acquiert. J'aimerais vous dire oui, on devient sage, on sait ce qu'il ne faut plus faire. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les cabinets de psychanalyse? On voit au contraire des schémas qui se répètent et des effondrements qui se démultiplient, qui prennent différentes formes. Donc il y a aussi parfois des ruptures qui sont de l'ordre de la pure répétition. Oui. Et comme vous avez employé le terme normal, et puisque vous mentionnez Georges Canguilhem, je me demande si, à votre avis, il y a des critères de normalité, disons, de ce qui est normal ou ce qui est pathologique dans nos réactions vis-à-vis des ruptures ou concernant les ruptures. Par exemple, les ruptures amoureuses. On va à un psychologue ou un analyste pour être soigné, justement parce qu'on souffre.
est-ce qu'il y a de critères ou des normes? Bon, nous ne sommes pas, je ne suis pas, moi je ne connais pas vraiment, je ne peux pas dire, mais je ne sais pas si vous avez étudié de textes ou de manuels d'analyse ou de psychologie qui adoptent des critères de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et vous ne voulez pas employer des termes évaluatifs et normatifs empruntés à la philosophie morale ou à l'éthique, et vous voulez, de toute façon, vous voulez éviter le moralisme. Votre approche se base sur une sorte sur la subjectivité de nos réactions, justement, mais quand même, je me demande, parce que aussi pour l'identité, vous avouez qu'il y a une sorte une stabilité minimale, et si on rejette ça, alors c'est le chaos, ou c'est il n'y a rien, il y a une incohérence complète. Alors, il faut avoir une stabilité minimale, il faut avoir une normalité minimale pour nos réactions concernant les ruptures, je ne sais pas. Alors, on peut repartir de Canguilhem. Vous avez raison, Canguilhem, c'est un médecin et un philosophe français dont l'œuvre la plus connue s'intitule Le normal et le pathologique. Et il réfléchit justement sur ce qu'on définit dans le vocabulaire courant comme l'anormal. L'apostrophe anormal. Et ce qui est anormal, c'est précisément de ne pas réussir à restituer une forme de norme, de normativité dans son existence. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la maladie, dit-il? C'est un écart par rapport à la norme. Et si le corps est en bonne santé, je vais guérir et je vais retrouver cette norme. Mais il se peut aussi que je ne retrouve jamais cette norme antérieure, parce que mon corps a été trop radicalement modifié par la pathologie ou par l'accident. Mais par contre, le corps va créer une nouvelle norme, un nouveau type de fonctionnement. Par exemple, j'ai été amputée à la suite d'une pathologie ou d'une blessure. Au début, je vais dire que ma vie n'est pas normale. Et puis après, je vais trouver des stratégies de substitution et je vais pouvoir dire au bout d'un certain temps que oui, je mène une vie normale, même si mon corps l'équilibre corporel a été profondément modifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de rupture? Là, on peut faire le pont entre ce que dit Canguilhem et ce qui est développé par un psychologue qui s'attache beaucoup à la question des souffrances psychiques de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, qui est Donald Winnicott. C'est l'auteur d'un texte qu'on traduit mal en français. La traduction, c'est « Qu'est-ce qu'une mère suffisamment bonne ?» Je l'évoque parce que cette thématique est quand même très en lien avec nos problématiques du jour. Et ce que dit Winnicott, c'est que quand on voit une réaction d'un individu à une rupture qui semble une réaction démesurée, c'est-à-dire quand une rupture qu'il vit, par exemple, il perd son travail, et quand l'effet que ça produit chez lui a l'air d'être énorme au sens littéral du terme, c'est-à-dire bien au-delà de ce que ça pourrait produire comme effet catastrophique normalement dans une vie. Il faut se demander, dit Winnicott, si, c'est son expression, l'effondrement n'a pas déjà eu lieu. C'est-à-dire, si cette rupture est mal vécue à l'âge adulte ou par l'adolescent, parce qu'elle fait écho à une rupture antérieure, un sentiment d'abandon, à une scène humiliante, une trahison, une dévalorisation profonde. Donc il se peut dans ce cas que cette rupture qui est si mal vécue à l'âge adulte, elle le soit parce que précisément, elle vient rouvrir une blessure antérieure dont d'ailleurs le patient n'a pas nécessairement conscience, et que c'est pour ça qu'elle est pathologiquement vécue, si on veut avoir ces critères de normal et de anormal. Donc c'est une sorte de critère de souffrance ou de manque de... On ne fonctionne pas, on ne veut pas, parce qu'il y a une sorte de fonctionnalisme de certains médecins, parce que
la maladie comme bon fonctionnement, mais encore, on ne peut pas avoir des critères tout à fait objectifs parce qu'il y a, comme vous le dites, des critères sociaux, disons, une dépendance de normes ou des idéaux de la société dans laquelle on vit. Ouais, ouais. Tout à fait.